Tu travailles, tu produis, tu avances. Et pourtant, quelque chose ne va pas. Pas dans ta vie, pas dans ton corps, dans ta tête. Il y a une voix là, dedans tu l'entends, qui répète en boucle les mêmes histoires, les mêmes peurs, les mêmes patterns, depuis des années, depuis, peut-être toujours. Et tu t'es dit, c'est comme ça, c'est moi, je suis comme ça. Non, ce n'est pas toi, c'est ce que Jung appelait le travail non fait. Et aujourd'hui, on va en parler. Parce que ce travail mental, ce travail précis, profond, souvent ignoré, peut littéralement transformer chaque dimension de ta vie. Tes relations, ton énergie, tes décisions, ton rapport à toi-même. Mais personne ne t'en a parlé vraiment. Pas comme ça. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation que tu avais déjà vécue? Pas exactement la même, mais le même goût dans la bouche, la même tension dans la poitrine, la même issue décevante. Une relation qui recommence comme la précédente. Une opportunité sabotée au moment où elle devenait réelle. Une réaction explosive pour quelque chose de minime. Et après tu t'es demandé, pourquoi je fais toujours ça? Jung avait une réponse à cette question, et elle n'est pas flatteuse. Il disait, tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu appelleras ça le destin. Lis bien ça, ton destin. Ce que tu crois être des coïncidences, des malchances, des choix malheureux, c'est souvent toi, mais un toi que tu ne connais pas encore. Un toi caché dans les profondeurs de ta psyché, qui tire des ficelles sans te demander la permission. Et voilà le problème. La plupart des gens travaillent sur tout, sauf ça. Ils optimisent leur régime alimentaire, leur sommeil, leur productivité, leur réseau, leurs compétences, mais ils ne font jamais ce travail-là, ce travail mental, ce travail intérieur. Et alors, peu importe combien ils avancent à l'extérieur, ils reviennent toujours à la même case. Jung n'était pas un philosophe dans sa tour d'ivoire, c'était un médecin, un chercheur, un homme qui a passé des décennies à étudier l'esprit humain dans ses états les plus sombres, les plus étranges, les plus révélateurs. Et ce qu'il a découvert l'a lui-même bouleversé. Il a compris que l'être humain est divisé, pas en bien et en mal, pas en conscient et inconscient, de manière simple. Non, il est divisé entre ce qu'il montre et ce qu'il cache, ce qu'il accepte de lui-même et ce qu'il refoule, ce qu'il croit être et ce qu'il est vraiment. Jung a appelé cette partie cachée la shadow, l'ombre. Et cette ombre n'est pas un monstre. Elle n'est pas mauvaise par nature. C'est simplement tout ce que tu as décidé, souvent très jeune, de ne plus regarder. La colère que tu n'avais pas le droit d'exprimer. La sensibilité qu'on t'a appris à cacher. L'ambition que tu as enterrée pour ne pas paraître arrogant. La peur que tu as transformée en contrôle. Tout ça dort là, dans l'ombre. Et voilà ce que personne ne te dit. L'ombre ne disparaît pas parce que tu l'ignores. Elle grossit, elle cherche des sorties, et elle les trouve. Dans tes réactions excessives, dans tes projections sur les autres, dans tes autosabotages, dans ce malaise diffus que tu ne sais pas nommer. Jung disait quelque chose de radical. Il disait que ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient éclairé. C'est en rendant l'obscurité consciente. Tu entends la différence? Tout le monde veut la lumière, la positivité, la bonne énergie, la high vibration. Mais Jung te dit, commence par descendre. Commence par regarder ce que tu refuses de voir. C'est là que se trouve ton vrai pouvoir. Voici quelque chose d'inconfortable. Les gens autour de toi connaissent ton ombre mieux que toi. Ça te surprend? Ça devrait. Parce que l'ombre ne se cache pas dans le vide. Elle se manifeste dans ta façon d'être, dans tes réactions, dans ce que tu ne contrôles plus. Et les autres le voient. Ils voient quand tu te fermes brusquement. Ils voient ta jalousie déguisée en critique. Ils voient ton besoin de contrôle déguisé en organisation. Ils voient ta blessure derrière ta froideur. Toi, tu ne vois rien parce que tu ne regardes pas. Jung a décrit un mécanisme fascinant, la projection. Quand quelque chose dans ton ombre n'est pas intégré, tu le vois chez les autres. Pas chez toi, chez eux. Tu détestes l'arrogance chez quelqu'un? Demande-toi. Est-ce qu'il y a une part de toi qui voudrait prendre plus de place, mais qui se l'interdit? Tu ne supportes pas la faiblesse chez les autres? Demande-toi. Est-ce qu'il y a une vulnérabilité en toi que tu n'acceptes pas? Tu es irrité par les gens qui ne foutent rien?
Demande-toi, est-ce qu'il y a un désir de repos en toi que tu juges? Ce que tu ne peux pas supporter chez l'autre, c'est souvent ce que tu n'as pas encore accepté chez toi. Ce n'est pas une accusation, c'est une clé, parce que le jour où tu commences à utiliser tes réactions comme miroir, tu arrêtes de souffrir en silence. Tu commences à comprendre. Et comprendre, c'est le début de tout. Jung avait un autre concept, la persona. En latin, persona voulait dire le masque de théâtre. L'acteur portait le masque du personnage qu'il jouait. Jung a repris ce mot pour décrire quelque chose de troublant. Toi aussi, tu portes un masque. Pas un mensonge, pas une manipulation, juste le rôle que tu joues dans le monde. Le professionnel sérieux, le parent fort, l'ami disponible, l'indépendant qui n'a besoin de personne, le dur qui ne pleure pas. Ces rôles ne sont pas faux en eux-mêmes, mais le problème commence quand tu t'identifies tellement au masque, que tu oublies qu'il y a quelqu'un derrière. Et là, quelque chose de grave se passe. Tu commences à ne plus savoir qui tu es vraiment. Tes désirs deviennent flous, tes choix deviennent ceux du personnage, pas les tiens. Ta vie entière devient une performance. Et un jour, tu te réveilles épuisé. Pas épuisé de dormir peu, épuisé d'être quelqu'un. Jung appelait cette crise l'effondrement de la persona, et il ne le considérait pas comme un échec. Il le considérait comme une invitation. Une invitation à te demander « Qui suis-je quand personne ne regarde? Qu'est-ce que je veux vraiment en dehors de ce que les autres attendent de moi? Qu'est-ce que je ressentirais si je n'avais plus rien à prouver ?» Ces questions ne sont pas confortables, mais elles sont vivantes. Et une question vivante vaut 1000 fois mieux qu'une réponse morte. Maintenant, on entre dans quelque chose de profond, quelque chose que tu as peut-être pressenti, sans jamais pouvoir le formuler. Jung avait une vision très particulière du temps psychologique. Il observait que ses patients ne vivaient pas vraiment dans le présent. Ils vivaient dans une boucle construite à partir de leurs expériences passées non digérées. Il y a une blessure quelque part, peut-être dans l'enfance, peut-être plus tard, une humiliation, un abandon, un moment de honte intense, une perte mal traversée. Et cette blessure n'a pas disparu, elle s'est enquistée. Elle est devenue une lentille à travers laquelle tu lis chaque nouvelle situation. Un patron qui critique ton travail, et tu sens quelque chose d'énorme, disproportionné, familier. Un proche qui ne répond pas, et tu interprètes immédiatement. Je ne compte pas. Une opportunité qui se présente, et quelque chose en toi trouve déjà la raison pour laquelle ça ne marchera pas. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas qui tu es. C'est une blessure qui cherche à se refermer, mais qui cherche à se refermer de la mauvaise façon, en reproduisant le même scénario, encore et encore, parce que quelque part, l'inconscient espère que cette fois, ça se terminera différemment. Jung appelait ça la compulsion de répétition. Freud l'avait décrit avant lui. Jung l'a enrichi. Et voilà ce qui est bouleversant. Tu ne peux pas sortir de cette boucle par la volonté seule. Tu ne peux pas décider de ne plus avoir peur. Tu ne peux pas te forcer à croire que tu mérites d'être aimé si quelque chose dans ton inconscient croit le contraire. La volonté peut changer le comportement de surface, mais elle ne change pas la blessure en dessous. Seul le travail mental, le vrai, peut faire ça. Et c'est exactement là qu'on va. Maintenant, tu te demandes, d'accord, mais concrètement, comment on fait ce travail? Et c'est là que Jung devient radical, parce que son approche ne ressemble à rien de ce qu'on t'a enseigné. Pas de positive thinking, pas de visualisation de ta vie parfaite, pas d'affirmation répétée jusqu'à te convaincre. Jung dirait, tout ça c'est du maquillage sur une plaie ouverte. Le vrai travail commence par une décision simple, difficile, mais simple. Arrêter de fuir ce qui te dérange en toi. Tu as des pensées que tu n'aimes pas, des impulsions que tu juges, des émotions que tu refoules. La plupart des gens passent leur vie entière à les contrôler, les supprimer, les déguiser. Jung dit, regarde-les, pas pour les suivre, pas pour t'y perdre, pour les comprendre. Il y a une phrase qu'il a utilisée qui m'a marqué. Il disait, ce à quoi tu résistes persiste, ce à quoi tu fais face se transforme. Fais une pause là-dessus. Ce à quoi tu résistes persiste. Combien d'énergie tu dépenses à résister, à contrôler, à fuir, et si toute cette énergie pouvait être redirigée? Le travail mental dont parle Jung, c'est ce qu'il a appelé l'individuation. Un mot savant pour une idée simple. Devenir qui tu es vraiment, pas qui on t'a dit d'être.
pas le personnage que tu as construit pour survivre. Toi, l'entièreté de toi, l'ombre et la lumière, la force et la vulnérabilité, l'ambition et la paix. Et ce processus commence par un acte que la plupart des gens évitent comme la peste. Voici la question. Qu'est-ce que tu refuses de voir en toi? Lis ça encore. Pas ce que les autres ne voient pas en toi. Pas ce que tu veux améliorer. Ce que tu refuses, activement, de regarder. Jung avait une méthode pour accéder à ça. Il commençait par les réactions intenses. Chaque fois que tu réagis de manière disproportionnée à quelque chose, irritation soudaine, jalousie inexplicable, rejet violent, il y a de l'or là. Pas de la boue, de l'or. Parce que ces réactions sont des signaux. Elles indiquent un endroit dans ta psyché qui n'a pas encore été intégré. Un endroit où quelque chose vit dans l'ombre. Essaye ça. La prochaine fois que tu te sens envahi par une émotion intense, colère, honte, jalousie, peur, panique, ne fais rien. Pendant un instant. Juste, observe. Demande-toi, qu'est-ce que cette réaction dit de moi? Pas de l'autre. De moi. Est-ce que cette émotion ressemble à quelque chose que j'ai déjà vécu? Quand? Comment? Qu'est-ce que je crois en ce moment sur moi-même? Sur le monde? Ce n'est pas une méditation. Ce n'est pas un exercice New Age. C'est de la psychologie pure. C'est regarder ton propre logiciel tourner et le comprendre. Jung appelait ça l'amplification. Descendre dans l'image, dans la sensation, dans la mémoire associée, pas pour souffrir, pour éclairer. Et voici ce qui arrive quand tu commences à faire ça régulièrement. Les réactions diminuent, pas parce que tu les contrôles mieux, mais parce que tu en as compris la source. Et une peur comprise perd la moitié de son pouvoir. Jung accordait une importance extraordinaire aux rêves. Mais pas pour la raison que tu crois. Il ne cherchait pas des prophéties. Il ne décodait pas des symboles avec une grille universelle. Il écoutait. Pour Jung, le rêve est la voix de l'inconscient. C'est le seul moment où ta psyché peut te parler sans que ton ego interfère, sans tes défenses, sans tes rationalisations, sans tes masques. Et ce qu'elle dit n'est jamais anodin. Tu as peut-être fait des rêves récurrents, une maison que tu explores, des pièces que tu n'avais jamais vues, un poursuivant que tu fuis depuis toujours. Tu as peut-être rêvé de quelqu'un que tu n'aimes pas, et tu t'es réveillé perturbé. Tu as peut-être rêvé d'une version de toi que tu ne reconnais pas. Jung dirait, ce n'est pas un accident. Ces figures, la maison, le poursuivant, le personnage inconnu, sont des parties de toi, des parties qui cherchent à être vues, intégrées, reconnues. La maison, c'est souvent ta psyché elle-même, les pièces inconnues, les parties de toi que tu n'as pas encore explorées. Le poursuivant, une peur, une colère, quelque chose que tu fuis, la figure étrange, peut-être ce que Jung appelait l'ombre, ou dans certains cas, le soi. Je ne te demande pas de devenir expert en analyse des rêves, mais cette semaine, pose un carnet à côté de ton lit. À chaque réveil, écris ce dont tu te souviens. Pas pour analyser, juste pour noter, et commence à regarder les patterns. Les mêmes émotions qui reviennent, les mêmes endroits, les mêmes figures. Ton inconscient te parle. La question c'est, est-ce que tu écoutes? Il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Quelque chose que la plupart des gens sur le chemin de la croissance personnelle ne voient pas, et qui les empêche d'aller vraiment au fond. Il y a une forme d'ego spirituel, un ego déguisé en évolution. Jung l'a décrit, il appelait ça l'inflation psychique. Voilà ce que ça ressemble. Tu fais un bout de travail intérieur. Tu lis, tu réfléchis, tu progresses. Et progressivement, tu commences à te sentir différent. Différent dans le sens de plus conscient que les autres. Tu regardes les gens autour de toi et tu penses, ils ne voient pas, ils sont dans la matrice. Tu te sens au-dessus de certaines conversations. Certaines préoccupations te semblent superficielles. Et quelque chose en toi se renforce, s'épaissit. Quelque chose qui dit « Moi, j'ai compris ». Mais Jung dirait « Attention, ce n'est pas de la conscience. C'est un nouveau masque. Un masque plus sophistiqué que les précédents. Un masque d'éveil. Parce que la vraie conscience ne te sépare pas des autres. Elle te connecte à eux. Elle te rend plus doux, plus humble, plus capable de tolérer l'inconfort des autres sans le juger. Quand tu regardes quelqu'un faire une erreur que tu reconnaissais en toi,
La vraie conscience ne dit pas « Quel dommage qu'il ne voit pas ». Elle dit « Je comprends. J'y étais aussi ». Jung appelait l'individuation un processus de totalisation, pas d'élévation, totalisation. Devenir entier, pas supérieur. C'est une distinction qui change tout, parce que si tu fais ce travail pour te sentir au-dessus, tu n'as pas encore commencé. Au fond de tout ça, derrière le travail sur l'ombre, sur la persona, sur les blessures, sur les rêves, il y a quelque chose que tu cherches, quelque chose que Jung a passé sa vie entière à essayer de décrire. Il l'appelait le soi, pas le moi. Le soi. La différence est immense. Le moi, c'est ta personnalité, tes préférences, ton histoire, l'identité que tu portes. Le soi, c'est ce qui existe en dessous. En dessous de tout ça, c'est le centre de gravité de ta psyché. C'est ce que tu es quand tu as enlevé toutes les couches. Et Jung disait quelque chose d'extraordinaire. Il disait que tout être humain a une pulsion vers la totalité, un mouvement naturel, profond, irréductible, vers devenir entier. Ce n'est pas une aspiration spirituelle de luxe, c'est aussi biologique que la faim. Mais cette pulsion, on la noie, sous les injonctions sociales, sous les peurs, sous les masques, sous la productivité, sous les écrans, sous les distractions infinies. Et quand elle ne peut plus s'exprimer proprement, elle s'exprime autrement, en dépression, en anxiété, en ce sentiment d'inutilité que tu n'arrives pas à expliquer rationnellement, en cette impression que ta vie est correcte, mais pas vraiment tienne. Tu vois ce que je dis? Ce vide que tu ressens parfois, cette mélancolie sans raison, ce n'est pas un défaut de fabrication, c'est une boussole qui indique « tu n'es pas encore entier, continue de chercher ». Et le travail mental dont je parle aujourd'hui, c'est précisément ce chemin vers la totalité. Arrêtons-nous là, parce que je veux être concret, pas abstrait, pas philosophique, concret. Qu'est-ce que ce travail change vraiment? D'abord, tes relations. Quand tu connais ton ombre, tu arrêtes de la projeter sur les autres. Tu arrêtes de chercher dans une relation ce que tu dois te donner à toi-même. Tu arrêtes de reproduire les mêmes dynamiques toxiques, non pas parce que tu les évites, mais parce que tu ne les attires plus. Quelqu'un qui n'a pas intégré sa blessure d'abandon va inconsciemment choisir des partenaires qui finissent par partir, pas par malchance, par attraction inconsciente. La blessure cherche à rejouer le film, mais quelqu'un qui a regardé sa blessure, qui l'a traversée, qui l'a comprise, commence à choisir différemment, commence à attirer différemment, pas parce que le monde a changé, parce que lui a changé. Ensuite, ta relation à toi-même. Ce travail te rend plus cohérent. La cohérence intérieure, c'est quand ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais sont alignés. La plupart des gens vivent en guerre contre eux-mêmes. Ils pensent une chose et font l'inverse. Ils veulent quelque chose et le sabotent. Ils prêchent une valeur et l'enfreignent en secret. Cette guerre est épuisante et tu ne le réalises même pas à quel point, parce que tu y vis depuis tellement longtemps. Quand tu intègres tes contradictions, quand tu acceptes tes parts d'ombre, quand tu n'as plus besoin de te juger ni de te défendre, tu libères une énergie phénoménale, une énergie qui était bloquée dans la résistance, et cette énergie, soudain, devient disponible pour créer, pour aimer, pour agir, pour vivre vraiment. Et enfin, tes décisions. Quelqu'un qui ne se connaît pas décide sous l'influence de ses peurs, de ses blessures, de ses besoins de validation inconscients. Il dit oui par peur du conflit. Il dit non par peur de l'échec. Il court après des objectifs qui ne sont pas les siens. Mais quelqu'un qui a fait ce travail, qui sait d'où viennent ses peurs, qui reconnaît ses patterns, celui-là décide librement, pas librement, au sens de sans contrainte, librement au sens de depuis lui-même. Je dois te dire quelque chose d'important, parce que si tu commences ce travail, et tu l'arrêteras peut-être, il faut que tu comprennes quelque chose. Ce chemin n'est pas linéaire. Il y a des jours où tu avances, où quelque chose se débloque, où tu vois quelque chose que tu n'avais jamais vu, où tu te sens plus léger, plus entier, plus toi, et il y a des jours où tu recules, où l'ombre reprend le dessus, où tu retombes dans un vieux pattern, où tu te demandes si tu as vraiment progressé.
Jung savait ça. Il ne parlait jamais d'évolution en ligne droite. Il parlait de spirale. Tu repasses par les mêmes endroits, mais à chaque passage, tu es à un niveau différent. Tu vois plus. Tu comprends mieux. Tu souffres moins. Les rechutes ne sont pas des échecs. Ce sont des rappels, des occasions de regarder ce qui n'a pas encore été vu. Et voici ce que j'ai observé. Les gens qui abandonnent ce travail, c'est souvent au moment le plus crucial, le moment où l'ombre remonte fort, le moment où les vieilles blessures refont surface avec une intensité nouvelle, et ils se disent « ça empire, ce travail ne sert à rien ». Non, ça ne remonte pas parce que ça empire, ça remonte parce que c'est enfin prêt à être intégré. C'est comme nettoyer une plaie. Avant que ça guérisse, ça brûle davantage. Reste là. Il y a un moment dans ce travail, un moment que tu ne peux pas planifier, que tu ne peux pas forcer. Mais il arrive. C'est le moment où tu te retrouves face à toi-même. Vraiment. Pas le toi performant, pas le toi blessé, pas le toi qui lutte. Toi. Jung décrivait ce moment comme la rencontre avec le soi. Une expérience intérieure d'une profondeur et d'une étrangeté que les mots traduisent mal. Pour certains, ça arrive dans un silence total, assis quelque part, sans rien faire, et soudain quelque chose se pose, une clarté, une reconnaissance, comme si tu regardais quelque chose que tu avais toujours su sans jamais le voir. Pour d'autres, ça arrive dans une crise, un effondrement, une perte, quelque chose qui brise un masque que tu portais depuis longtemps. Et dans les ruines de ce masque, tu trouves quelque chose d'inattendu, quelque chose de solide, quelque chose qui était là avant le masque, et qui sera là après. Cette rencontre change quelque chose de fondamental. Elle change ton rapport à la peur. Parce que quand tu as touché ce fond-là, quand tu as vu qui tu es vraiment, la peur du regard des autres devient moins paralysante. La peur de l'échec devient moins absolue. La peur de ne pas être assez commence à se dissoudre. Pas parce que tu es devenu parfait, mais parce que tu n'as plus besoin de l'être. Imagine, Jung assis en face de toi, pas le Jung académique, pas le Jung de manuel, l'homme, le chercheur, quelqu'un qui a traversé ses propres ténèbres. Qu'est-ce qu'il te dirait? Je pense qu'il commencerait par te regarder longtemps, sans te juger, sans te rassurer trop vite. Et puis il dirait quelque chose comme ça. Tu es venu ici avec ton masque est bien fait, il t'a protégé, mais tu n'es pas venu ici pour ton masque, tu es venu pour ce qu'il cache. Il te demanderait, qu'est-ce que tu portes que tu n'as dit à personne? Pas pour se confesser, pas pour obtenir de l'absolution, mais parce qu'une chose nommée perd du poids, une chose gardée dans l'ombre prend du volume. Il te dirait aussi, le problème n'est pas ta souffrance, le problème c'est ce que tu en fais. Parce que la souffrance, elle est là, elle a toujours été là. La question c'est, est-ce qu'elle te traverse, ou est-ce qu'elle t'habite? Est-ce qu'elle passe, ou est-ce qu'elle s'installe? Et enfin, il te dirait, j'en suis convaincu, tu cherches à devenir quelqu'un de meilleur. Arrête, cherche plutôt à devenir entier. La différence entre ces deux choses est plus grande que tu ne le crois. Devenir meilleur, c'est ajouter, améliorer, perfectionner. Devenir entier, c'est récupérer ce que tu as perdu. Récupérer les parts de toi que tu as jetées, par honte, par peur, pour être aimé, pour survivre. Et quand tu deviens entier, tu n'as plus besoin d'être parfait, parce que tu es complet. Tu es encore là. Ça veut dire quelque chose. Pas simplement que tu regardes une vidéo. Quelque chose dans ce qui a été dit t'a touché. Quelque chose a résonné. Peut-être que tu reconnais ce pattern. Peut-être que tu reconnais ce masque. Peut-être que pour la première fois tu as une phrase pour quelque chose que tu portais sans pouvoir le nommer. Et voilà où tu es maintenant. À l'entrée, pas à la fin. À l'entrée. Ce travail ne se fait pas en regardant une vidéo. Il se fait dans le calme, dans l'honnêteté, dans le courage de rester avec ce qui est inconfortable. Mais il commence par une décision. La décision de regarder, de poser la question, de ne plus détourner les yeux. Jung n'a pas promis que ce serait facile. Il a promis que ça valait la peine. Et tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a transmis, converge vers une seule idée. La vie la plus difficile est celle passée à fuir qui tu es. La vie la plus libre est celle passée à le devenir. Alors,
Qu'est-ce que tu choisis? Si cette vidéo t'a touché, si elle a mis des mots sur quelque chose que tu portais en silence, laisse un commentaire. Dis-moi, qu'est-ce que tu as vu en toi aujourd'hui que tu n'avais pas encore nommé? Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi à Jung Spirit, parce qu'il y a encore tant à explorer. L'ombre, l'anima, l'individuation, le langage des rêves, les archétypes. Ce n'est pas du contenu, c'est un chemin, et tu viens de faire le premier pas.